Bonjour et bienvenue pour l'avant-dernière émission potentiellement, soit la 19e émission de la saison 6 de The Call. Alors aujourd'hui, on est comme la semaine dernière finalement, dans une salle complètement pleine. On est 10 autour de cette table, quasiment que des gens que vous avez déjà entendus au moins la semaine dernière, sauf que cette semaine, on a quelqu'un en plus. Avec nous, on a Titouan. Titouan, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Très content d'être à cette grande radio qu'est The Call. Je suis heureux. Eh ben parfait. Des passions dans la vie, des trucs que tu aimes faire, que tu aimes partager ? Oui, j'aime bien faire du sport, essentiellement. Tu suis le sport, les actualités, tout ça ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout, je suis pas du tout les actualités. Non. Donc pas de chronique sport en perspective ou... Non, pas de... Ah, pas de quel chronique dommage. sport. Dommage. On pensait avoir un successeur de Tom, si je dis pas de conneries, en saison 3. Que personne n'a. Mais bon, on espère que ça va te plaire quand même. Non. Moi, je le connais dans mon cœur. Moi, j'ai écouté la saison 3 quand même, monsieur. Même si je n'étais pas là, t'aurais dû faire de même. Je me suis trompé, je regardais Hugo alors que c'est Tancred qui a dit ça. Oui. Du coup, Tancred, bonjour. Eh bien, bonjour. Pas de chronique aujourd'hui ? Bah non, parce que je crois que le... Ouais. Il y a déjà beaucoup de chroniques de prévues, donc Ouais. je vais me taire. On te garde pour la semaine prochaine. Ouais. Le meilleur ça sera pour la plutôt fin, une chronique hein. histoire, on verra bien. Ok. Hugo, bonjour. Salut, ça va ? Ça va. Toi, par contre, t'as une chronique. Ouais. Tu reviens en force. Une bonne chronique bien fat, comme un petit peu à la sauce Lovecraft ou Monson, comme la dernière fois. Parfait. Donc ce sera sur Requiem, Chevalier Vampire. Donc c'est une chronique, voilà, quand même bien Sur un costaud. comics. Voilà, donc un comics, donc thématique au jour nazi, enfer et démons. Et violence. Que des choses qu'on aime, finalement. Que des choses qu'on aime, quoi. Tristan, bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien, et toi ? Parfait. Toi aussi, on garde ta chronique pour la semaine prochaine ? Oui, pareil, quelque chose de fat pour la semaine On prochaine. est obligé de tout redécaler parce que là, vraiment, on a trop de trucs qui arrivent. Tout le monde a envie de parler pour les dernières émissions. C'est ça, un on veut enfer. tous foutre la merde. Surtout Tristan. Mathilde est Oui, revenue. surtout moi. Oui. Ça va ? Ouais, ça va. Ça t'a suffisamment plu la dernière fois pour que tu reviennes ? Absolument. Parfait. Avec elle, Zainab est revenue. Ah, je suis désolée. Non, c'est pas comme ça ? Non, je suis surprise que t'aies réussi à voir. Ah Yes. Du coup, on a été à Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, toi. Bah, ça va, merci beaucoup. Noah aussi est revenu aujourd'hui. Salut. Pareil, décidément, on a réussi vraiment à faire fort la semaine dernière. Il y a vraiment tout le monde qui est revenu, quasiment. Bah ouais. C'est très très cool. Ça laisse des bons présages pour la saison 7. Enfin, autour de cette table, on a Aquila. Bonjour à tous, nous sommes beaucoup trop sur cette table, il est l'heure d'organiser un King's Game, les amis. Encore dans l'écriture de ta chronique qui arrive. Oui, une assez grosse chronique que je pensais préparer, mais en fin de compte, je me suis dit, autant la préparer puisque j'ai un tout petit peu de temps et Comme j'aime d'habitude. beaucoup. Non, en vrai, je vais pas dire tout de suite le titre de ce dont je vais parler, même si autour de cette table, vous savez à peu près de quoi on va parler. C'est juste que comme c'est une chronique qui est... Bon, ok, je vais parler d'Evangelion, c'est bon, il avait déjà tout niqué, merci beaucoup. Yes. Hein. Je vais parler de Evangelion, et évidemment, comme il y a une énorme philosophie, faut pas se mentir, je suis très sérieux là-dessus, parce que c'est pas apprendre avec des... c'est apprendre avec des pincettes, et il faut vraiment pas jouer trop avec Evangelion. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur Internet il y a pas très longtemps, et je vais en reparler tout à l'heure. Ok. Et on a aussi avec nous, qui est là, mais qui est pas tout à fait là, on a Mathis qui sera en train de prendre des photos de nous pendant qu'on bonjour, est... je suis Mathis. Il ne parle pas comme ça. Le photographe soumis. Ça a saturé. Alors aujourd'hui, il fait beau. Oui, ça c'est une bonne imitation de Mathis finalement. Bon, on va terminer cette intro à rallonge là parce que ça fait presque 5 minutes qu'on parle que de rien. La dernière fois, c'était 6. Ouais. On est 10 Non, en même temps. va falloir qu'on se calme quand même hein, sur les intros. Ouais. On va directement lancer Hugo qui a l'air plus que pressé. Hein, Il donc, a sur les échappados, là. ouais, après le jingle, la chronique comics, à tout de suite. En mémoire à notre super chroniqueur BD qui était là de la saison 4 à la saison 5, qui était vraiment Maël pour ceux qui ont écouté la saison 4, 3 et 2, je crois qu'il était là à partir de la saison 2. On a le retour de la chronique BD qu'on n'avait pas revu depuis. Hugo, je te laisse commencer. Pas de soucis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de Requiem, Chevalier Vampire. Donc voilà, c'est un comics. Mais avant toute chose, d'abord, en guise d'introduction, ça va peut-être vous sembler un peu étrange.
selon vous, est-ce que vous avez déjà regardé vraiment les premiers films de zombies de Romero ou autres? Vous en avez entendu parler? Je sais pas pour vous, mais je trouve que le zombie, c'est un peu un genre qui est classique, qui est poussiéreux et qui est un peu fatigué. On n'a plus de renouvellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. C'est un peu poussiéreux. On est passé par les enragés, les infectés. On a les bons vieux morts vivants. Mais au final, il n'y a pas de renouvellement. Tu vois, on passe par les zombies complètement pétés ou alors les comédies romantiques ou les trucs à la con. Dans lesquels il y a des zombies, genre Rake, c'est un peu... Non, mais des fois, les Américains c'est des gros nanars. Des comédies romantiques dans lesquelles, il y a une invasion de zombies. Voilà, c'est... Ça m'a l'air très bien. Voilà. J'ai juste vu Bienvenue à Zombieland. Très bien, Tancred. Je ne pensais pas réentendre ce titre puisque c'est l'une des rares BD que j'ai aussi lu. C'est un film. Mais sauf que c'est un film en fait, Bienvenue à Zombieland. Zombieland, c'est Zombilenium avec lequel tu confonds. Ouais. Qui est très très bien aussi. Oui, il est très bien. Mais en fait, et du coup, par la même occasion, je me disais, c'est quand même une créature mythologique qui a vachement marqué les mythologique ? Oui, parce qu'on peut parler de mythologie urbaine ou actuelle. Non, surtout, je crois que c'est. Légende urbaine, ouais, peut-être. C'est légende pas hindoue, mais. Non, ça vient des mythes vaudous à la base. Voilà. Ouais, vaudou. En fait, c'est-à-dire, après, les vaudous n'appelaient pas ça les morts vivants, les Haïtiens. Mais techniquement, le zombie en tant que tel existe pour de vrai. Oui, c'est juste un humain qui est tellement en état végétatif à cause de plantes qu'il obéit à tout ce qu'on lui dit. Voilà. Ou à cause de drogue. Mais attention, c'est un truc qui est vraiment horrible à subir. Oui, oui, bien sûr. Je crois qu'on les enterre pendant une journée ou non, pendant plusieurs semaines, t'es sous la terre, mais en fait, ton rythme cardiaque est tellement ralenti qu'il n'est plus perceptible même par des appareils. Et du coup, tu es considéré comme une mort cérébrale. C'est super fun, finalement. Voilà, c'est fun. Sauf que, on va dire que quelques semaines après, le marabout, il vient de déterrer, te dire allez, viens mon gars, je vais te donner de la drogue et tu vas faire tout ce que je te dis. Hein. Et ça fonctionne. Et donc, par là, voilà, zombie, pour moi, c'est un peu poussiéreux. Il n'y a pas eu de renouvellement, tu vois, de nouvelles visions ou autres du zombie, que ce soit dans des films, les jeux vidéo ou autres. Et moi, je voudrais faire pareil un petit peu avec le vampire. Donc, quand on regarde les séries actuelles, on a Dracula 2000, on a Twilight, mais alors Twilight, voilà, c'est à chier, clairement. Il y a pas de renouvellement depuis vraiment la naissance du vampire avec Bram Stoker, bien que l'idée d'un vampire existait déjà bien avant dans les légendes germaniques ou autres, où on avait des superstitions, on mettait par exemple une pierre dans la bouche d'un mort pour éviter qu'il se relève ou des trucs comme ça. Mais du coup, tu parles de zombies ou de vampires? Attends, justement, laisse-moi continuer. De zombies et vampires, tu vas voir, ça va être parfait. Et donc justement, là, je voulais parler vraiment de ce comics, donc Requiem Chevalier Vampire. En fait, c'est un truc qui revisite totalement le vampire. Genre, j'ai jamais vu ça. Clairement, que ce soit dans les films, les comics, et donc du coup, voilà. Donc alors, le mythe un petit peu poussiéreux du vampire, vraiment très très fatigué, et super classique, on va pas se mentir, parce qu'il n'y a plus de renouvellement depuis. Donc il a complètement été revisité par Pat Mills et Olivier Ledroit. Donc c'est des architectes déments de la planète Résurrection, donc du comics. Donc c'est une planète totalement infernale dans laquelle vont les morts après leur passage sur Terre. Et donc c'est ici, on va dire, que nous attend un certain Requiem, donc chevalier vampire de l'ordre des Nosferatu. Donc oui, parce qu'on va voir qu'il y a une hiérarchie, il y a toute une mythologie qui a été créée dans cette BD. Donc déjà, tout d'abord, on va dire que cette BD, elle n'est pas du tout dans un élan progressiste. C'est-à-dire qu'en gros, dans Requiem, on a un univers qui flirte littéralement avec les limites, déjà. Si vous êtes une âme sensible, ne le lisez pas. Un conseil, non mais vraiment. Voilà, moi j'aime bien tout ça, donc ça va. Puis un ambiance à moitié crypto-réactionnaire, comme le disait un des critiques américains de la BD. Souvent totalement punk. Quand on voit le style des armures des vampires, genre c'est punk, limite drag queens, un truc vraiment... lisez-le, si vraiment... voilà. Et il y a un humour, on voit qu'il y a un humour et une représentation qui ont totalement la roue libre. Et en fait, c'est surtout à rechercher du côté de l'auteur de la BD, donc Pat Mills. Donc c'est un surdoué prolifique de l'écriture, que ce soit de la BD ou roman ou autre. Donc il est très prolifique, il a créé pas mal de périodiques, donc notamment 2080, donc un des fers de lance des comics violents au Royaume-Uni. Donc, sachant qu'à l'époque, il y avait pas mal de lois où les gens disaient ah, nana, c'est pas bien, patati patata. Et donc, du coup, lui, il s'est auto-édité. Il a créé à plusieurs reprises des maisons d'édition pour lui, pour s'auto-éditer. Donc il est un petit peu habitué à ça. Donc dans cette institution, donc il va quand même naître. Alors c'est quand même assez connu, Judge Dredd.
Oui, bah oui. Voilà. oui. C'est lui qui va notamment permettre la création de ce Superflix de Mega City One. Il y a aussi Slane. Donc Slane, c'est l'histoire d'un guerrier berserker ultra violent, né du cerveau de Mills lui-même. Donc voilà, il a vraiment prêté sa plume aussi à d'autres œuvres vraiment impressionnantes. Donc on a Punisher, Nemesis et Warlock. The Punisher, c'est lui aussi? Ouais. Eh bien. Et Zombie World. Donc vraiment des trucs très très... Ce mec, c'est vraiment une bête, voilà, littéralement. Avec des comics bien musclés et tout. Et en fait, c'est avec sa rencontre avec un illustrateur de bande dessinée donc, qui va vraiment nous intéresser sur Requiem. Alors, faut savoir que son illustrateur, c'est un Français. Et c'est une très rare collaboration. Il s'appelle Olivier Ledroit. Et ce mec, c'est un génie. Voilà, la rare collaboration d'un Français et d'un Américain. Donc, au moment où ils se rencontrent tous les deux, donc c'est Ledroit donc avait dessiné déjà les 5 premiers tomes de la Lune Noire. Donc, je sais pas si vous connaissez. Non. Hugo, moi, ça me parle dit pas. rien. Bon. Non. D'accord, donc après donc, il fait la connaissance de Mills, ils décident de créer leur propre maison d'édition, parce qu'en fait ça va se passer un petit peu mal avec celle qu'ils avaient avant, parce qu'ils avaient un petit peu peur, et voilà, ils trouvaient ça risqué de publier un tel comics, d'autres comics qu'ils avaient créés avant, et du coup ils vont décider de créer les éditions Nickel. Oui, c'est un peu bizarre comme nom, mais voilà, ça fait un petit peu comme Loup-Garou édité par lui-même, maison d'édition, voilà, des fois c'est assez original. Et donc du coup, ils vont vraiment créer leur propre maison d'édition et ça va vraiment leur laisser un champ, mais littéralement libre, pour Requiem Chevalier Vampire et pour d'autres œuvres qu'ils vont réaliser par la suite. Donc voilà, bref, petite présentation. Maintenant, on va vraiment passer dans le vif du sujet. Donc, bienvenue à Résurrection, en quelque sorte, la planète infernale dans laquelle se passe l'histoire. Donc Requiem, en fait, ça nous compte donc Requiem, c'est aussi le nom éponyme du personnage. Ouais. Voilà. Requiem, donc en fait, ça compte un petit peu donc, les aventures d'un certain Heinrich Augsburg. Donc c'est un soldat SS tué d'une balle dans la tête sur le front de l'Est en 1944. Déjà, voilà, on parlait de nazis, là, vous l'avez. Si vous voulez réagir, il n'y a pas de souci, hein, genre intervenir ou autre, il n'y a aucun souci. Et dès que la ville quitte, en fait, son passé nazi le conduit donc déjà immédiatement en enfer, littéralement, quoi. Jusqu'ici, ça va. Voilà. Et sauf que l'enfer, il va prendre donc l'apparence de la planète Résurrection, dont je parlais tout à l'heure. Donc une fois sur place, donc il réalise que son passé criminel lui a réservé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une place de choix dans les enfers, littéralement. Une place de choix dans la hiérarchie infernale, puisque son grade, ici-bas, dans les tréfonds de l'enfer, il dépend du mal que vous avez commis lors de votre passage sur Terre. Vous allez voir que c'est encore plus barré que ça dans les explications un peu plus tard, c'est totalement énorme. Et donc à peine arrivé, donc le soldat est guidé par un certain Otto, donc plus tard on apprendra qu'il s'appelle Otto von Todt, qui est une référence à un des chefs dirigeants de l'ordre teutonique. Je sais pas si tu as entendu parler. C'était un ordre de chevaliers hospitaliers allemands. C'était allemand? Oui. C'était pas sur germanique. C'était pas sur les côtes de la mer Baltique? Les Teutons, oui, mais les hospitaliers, je sais pas. Mais c'était l'ordre des chevaliers teutoniques hospitaliers. Enfin, c'était un nom complet, mais sauf que moi je dis Teuton pour faire plus rapide, quoi. Voilà. Et en gros, disons, quand tu vois certains méfaits qu'ils ont commis durant leur histoire, ça n'étonne pas trop, surtout Otto von Todt, qui est une déformation, alors je me souviens plus exactement du nom, mais c'était un mec horrible, on pourrait citer Torquemada aussi. Donc voilà, donc le mec, c'est un chevalier vampire. Donc le seul bémol, c'est qu'avant de mourir, donc Heinrich, il était éperdument amoureux d'une juive que son gouvernement persécutait à l'époque. Yes. Déjà, petit bémol. Et mais même mort, en fait, Heinrich, il veut vraiment retrouver ses dulcinés, malgré l'improbabilité de leur amour, parce que je pense que, voilà, soldat SS, juif... C'était pas le grand amour à la voilà, base. quoi, on va dire que... C'était pas ça. Mais du coup, c'est rigolo ton truc ou c'est... Il y a certaines scènes drôles, mais c'est... Globalement pas drôle. C'est grinçant. On va dire, c'est un humour noir et bien grinçant. C'est genre... Moi, ça m'a fait rire parce que je le prends au second degré. Mais il y a des trucs, c'est vraiment poussé, quoi, à l'extrême. C'est vraiment énorme. Et donc en fait, il va suivre une formation de chevalier vampire. Et pendant sa formation, donc voilà, il suit une formation donc sur la face cachée de la lune pour devenir un chevalier vampire. Donc Requiem, pendant son passage en enfer, il va découvrir pas mal de secrets assez douloureux sur son passé. Donc sur Résurrection. Et il va également participer aux guerres qui font rage sur la planète. Voilà, Résurrection. Donc ce qui est passionnant avec Requiem, c'est que le titre, il offre totalement une relecture totalement original de l'enfer, c'est-à-dire qu'on avait des thématiques ou des stéréotypes sur l'enfer,
Après, on peut relativiser. Par exemple, chez les Nordiques, l'enfer, c'était. Alors, je sais plus, c'était Jotunheim Jotunheim. C'était le monde de glace, le royaume de glace. Ouais. Après, il y a aussi le Jotunheim et le qui était. Enfin, en fait, il y avait plusieurs enfers. Bah, je crois Helheim c'était pour les guerriers Ouais, peu Helheim. victorieux. Ouais. Et le Valhalla c'était pour les guerriers braves. C'était chez les Qui Vannes. étaient morts en Chez combat. les Vannes. Voilà. Et donc pour continuer du coup, donc en fait, vraiment on va prendre une vision totalement originale de l'enfer. Donc ça va vraiment casser avec des visions vraiment très picturales ou stéréotypées, par exemple dans la Bible ou dans des ouvrages des trois religions abrahamiques ou des trucs comme ça. On va aussi retrouver ça donc dans la Divine Comédie de Dante ou le Paradis perdu de John Milton. Donc s'il y a des trucs que vous connaissez pas, vous m'arrêtez tout de suite ou vous posez des questions, il n'y a pas de souci. Voilà, même si je pense que vous n'avez pas osé forcément, mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc il y a vraiment des Faut pas centaines. hésiter à le couper, lui. Ah hein, oui, parce et que sinon, n'hésitez pas à me couper parce que sinon je poursuis et je m'arrête pas quoi. Donc, Et vous vous perdez en cours de route. donc dans les centaines, Moi, je pense d'œuvres, que je me dans suis déjà perdu, tu vois, actuellement. Pas de souci. Mais vraiment, bon après là je vais un peu vite parce que c'est juste la présentation de l'univers. Après je vais vraiment revenir à des trucs vraiment bien sympas. Donc du coup voilà, on avait vraiment dans l'histoire ou dans l'art des tonnes de représentations des enfers quoi. Et en fait ils vont totalement péter, mais littéralement péter ce truc. Donc voilà, cette espèce de paysage avec des damnés, du feu partout, des trucs comme ça. Voilà. Et en fait, donc on va dire qu'il va totalement réinventer ça. Donc moi je pense qu'il va surtout majoritairement s'aider. J'avais pu évoquer Clive Barker et Hellraiser dans certaines de mes chroniques. Je sais pas si on en a parlé. Voilà. Et en fait, c'est une des représentations de l'enfer où ils vont carrément représenter, donc ils vont remplacer les démons judéo-chrétiens par des moines satanistes, sadomasochistes, où Satan est un octaèdre qui flotte sur des rivières de lave, enfin Octaèdre. un octaèdre, oui. Développe. C'est une figure à 8 Non, côtés, c'est ça une double pyramide en fait inversée. C'était une pyramide et une autre. Ah oui. Ça, voilà. Un sablier. Comment Non, c'est pas un justement, au sablier. lieu que ça soit les pointes qui se touchent, c'est les bases. C'est ça. Merci. Ouais, merci. Et donc du coup, et en fait à la place de flots de lave, donc dans l'univers de Clive Barker, c'est un labyrinthe bleu et froid. Mais du coup, donc jusque là, mis à part la relecture de Clive Barker et Requiem, il n'y a aucune relecture vraiment hilarante, enfin pas hilarante, mais originale de l'enfer. Et c'est vraiment ça qui est juste énorme. Donc hormis ces quelques marqueurs, donc parce qu'on va quand même retrouver des éléments comme un ciel rouge, l'idée du mal, voilà, dans les enfers. Hormis ça, il n'y a rien qui est totalement commun. Genre c'est un truc qui est totalement pété, vraiment, moi ça m'a fait halluciner, c'est énorme. Donc hormis donc, tous les marqueurs, c'est vraiment une leçon pour des bâtisseurs de mythologie, parce qu'ils vont vraiment, Pat Mills et le droit, ils vont vraiment bâtir une mythologie qui est absolument énorme dans leur truc. Après, des visions différentes de l'enfer, ça existe bien au-delà, mais Oui, est-ce mais que des trucs aussi poussés Ouais, en fait c'est vraiment poussé, parce qu'après il y a toujours eu des variations qui ont été tentées, tu comme vois. dans Grim Fandango, j'en avais parlé la dernière fois, là, l'enfer, c'était genre la société du travail. Ouais. C'était genre ceux qui avaient été mauvais pendant leur vie, ils étaient obligés de travailler jusqu'à ce qu'ils puissent aller au paradis. Et genre, ils travaillaient dans des entreprises et se faisaient un peu chier comme la mort. Après, si on veut vraiment fouiller au niveau enfer, on peut fouiller dans les autres mythologies. Mais là, genre, je parle vraiment d'une revisite des mythologies de l'enfer, des visions de l'enfer judéo-chrétienne, entre guillemets. Je sais pas si vous me suivez. De celles qu'on a dans notre culture occidentale. Voilà. Et donc en gros, vraiment, on a une mythologie qui est totalement pervertie, retournée. Il y a chaque idée, elle est vraiment super créative. Et Mills, il a ce mec qui a écrit le script et tout le scénario du truc, mais il a une culture, mais qui est absolument énorme. Ça m'a fait halluciner. Enfin, j'ai pris énormément de temps pour relever absolument tout. Il y a même des détails que je pense que j'ai même pas encore vus. Il va falloir que je le relise. Il va nous le lire 500 fois, il va nous faire une prochaine, c'est ça, chronique de 6 sur tous les détails. Je vais revenir, l'année prochaine je vais être en prépa et je vais revenir pendant les vacances pour enregistrer une chronique numéro 2 sur Requiem. On t'accueillera avec un gros plaisir. Pas de souci, pas de souci. Et donc en gros, chaque réinterprétation donc d'un motif connu, parce qu'il va aussi réinterpréter des motifs vraiment super connus dans notre culture. Et il va les rendre vraiment punk, drôles, féroces. Il va nous offrir une variation vraiment super virtuose et personnelle de son idée des enfers, quoi. D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu penser à un jeu vidéo auquel j'avais joué, Agony. Oula, ça me dit rien du tout. Sorti quelle année, peut-être Il est sorti il y a 1 ou 2 ans. Ah oui. Et en fait, c'est une revisite totale des enfers. Ouais, pareil. Mais énorme. Et j'y ai joué, le gameplay est pas terrible, mais alors par contre, les graphismes et l'univers... C'est un jeu indé, non Oui. Ouais. Ça s'appelle Agony, c'est une revisite des enfers énorme. Si vous avez l'occasion d'y jouer,
et que vous n'êtes pas trop malheureux, vous pouvez. Voilà. Et voilà. Donc une des principales trouvailles mythologiques de cette bande dessinée, c'est un truc... Alors c'est pareil, j'ai mis du temps à m'y habituer. Bon, au bout de 2 ou 3 tomes, tu commences à t'y faire. Disons qu'en fait, une des trouvailles mythologiques donc, de cette bande dessinée, comme je le disais, c'est une idée simple, mais poussée tellement loin qu'elle en devient super puissante. Sur Résurrection, tout est inversé. Mais c'est pas l'inversion qu'offrira un miroir, tu vois, genre juste... une inversion classique. Gauche-droite, droite-gauche. Enfin, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est vraiment une inversion tellement poussée qu'elle en régit les lois physiques de Résurrection. En gros, pour donner une idée, c'est plus une inversion comme un négatif photographique que sur un miroir. Ouais. En gros, je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, depuis le ciel infernal de la planète Résurrection, donc un petit peu, qui ressemble à celle... C'est exactement la même topographie que celle de la Terre, sauf que les océans sont remplacés par la Terre, et la Terre est remplacée par des océans. Voilà, c'est complètement en gros, c'est complètement con, mais en gros, t'as des continents entiers qui se serrent à la place de l'Atlantique, du Pacifique ou de l'océan Indien. Et à la place de l'Europe ou de l'Afrique, on a des océans rouges de sang, où on pourrait imaginer absolument tout ce qu'on veut. Mais le truc encore plus taré, mais littéralement taré, c'est que... comment dire ? Attends, que je reprenne mes notes. Voilà, c'est que déjà, le terme de résurrection, pour appeler un enfer... On aurait plus donné ça plus à un paradis ou une connotation plus divine, tu vois, c'est un truc qui évoque plus d'un paradis ou d'un truc un peu plus... La résurrection du Christ... des trucs comme ça. Alors que là, vraiment, il va falloir s'y faire parce que tout est inversé. Le truc encore plus, c'est qu'il faut vraiment penser à rebours dans ce comics. Par exemple, on a une inversion constante de tout ce qu'on connaît et qui est, par exemple, un des grands principes physiques ayant cours sur la planète maudite, c'est que le temps s'écoule à l'envers. Ainsi, donc dès l'instant où tu poses un pied sur Résurrection, tu es voué à rajeunir pour devenir un fœtus, puis un embryon, pour enfin disparaître. Ainsi, on ne dit pas mourir, mais commencer ou naître. C'est totalement pété. Tu vois. D'accord. Par exemple, pour peu qu'elles soient mortes avant leur progéniture, on trouve des mères qui sont plus jeunes que leurs enfants. Lol. C'est l'enfant, il a 200 ans, et la maman, moi j'ai combien ? Ah, j'ai 40 ans. Ah, mais même, et c'est n'importe quoi. Mais d'un côté, même si le temps va à rebours, tout est... en fait, comment qu'ils peuvent avoir des enfants du coup ? Parce que si non, tu nais, tu rajeunis. En fait, c'est pas ça. C'est que par exemple, tu as une mère sur Terre. Elle a des gamins. Tu me suis ? Voilà. Elle meurt. Du coup, sur Requiem, elle va rajeunir. Ah, oui, mais une fois que ces gamins vont mourir, ils vont être plus vieux qu'elle sur Requiem. D'accord. Et juste, est-ce que c'est aussi une inversion dans le sens le bien devient le mal et le mal devient le bien ? Exactement. Et je vais y venir. Attends un petit peu. On a une inversion des valeurs morales. On va bien rigoler. Et donc en gros, tu vois, donc comme je disais, on a vraiment, tu vois, même tout est inversé, tu rajeunis. Par exemple, Sir Cryptus, qui est un des antagonistes principaux, c'est un vieillard centenaire dans le corps d'un nouveau-né qui retombe inexorablement en enfance. Et d'ailleurs, l'adage, donc un adage c'est une citation ou une maxime si vous préférez, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, s'applique parfaitement ici, parce que tout est inversé. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Et en gros, disons que tu rencontres des gens au physique enfantin, le plus innocent, alors que ça leur confère une aura extrêmement maléfique. Les mots et les comportements sont même modifiés à cause de cette loi temporelle. On se souhaite une mauvaise nuit. Si quelqu'un vous vient en aide, vous lui devez la mort. Les deux mains se changent en hier. La cigarette est conseillée. Et le gouvernement fait même des achats massifs d'opium noir pour droguer sa population. Et on laisse même passer les produits illicites à la douane avec le sourire. Car sur Résurrection... Les produits illicites, ils sont même pas illicites. Tu les montres en mode, oui, c'est interdit. Dans le principe, c'est carrément pété. Et c'est un peu le pays des merveilles en fait. Alice au pays des merveilles, le voici. Et si tu veux, Résurrection, en fait, ils sont totalement contre le progrès, ils sont pour la décadence, chacun est un fier apôtre de l'obscurantisme, c'est un truc mais totalement pété. Mais ça raconte quoi au final ? Attends, je m'explique, Coco. Déjà, j'ai parlé de Heinrich Augsburg, qui est mort sur le front de l'Est en 1944, comme j'y reviens, okay. Et en fait, ça va raconter ses aventures en enfer, sa formation pour devenir un chevalier vampire, mais à travers sa visite des enfers, jusqu'à ce qu'il meure, on va vraiment prendre connaissance des enfers, de la mythologie, de la hiérarchie et des problèmes intérieurs aussi, sociétal, politique aussi, parce que même si c'est complètement anarchique, en fait c'est une anarchie organisée, si je puis dire tous ces termes. Et en fait, si tu veux, c'est tellement pété que par exemple les trucs les plus immondes à manger, ça devient super savoureux.
une victime laide et pécheresse, par exemple pour des vampires, plus elle sera pécheresse et meilleur son sang sera, quoi. Si tu veux, comme on le verra un peu plus tard, le domaine qui connaît le plus d'inversion, c'est celui des valeurs et de la morale. Et voilà, ils ont complètement tout retourné. D'ailleurs, dans l'espace et le temps de Requiem, donc dans les meilleures mythologies, si tu veux, on parvient à nous donner le sentiment que l'histoire que vous lisez se déroule dans un univers vaste et cohérent. Par exemple, je prends Tolkien. Tolkien. Oui. Pardon pour la prononciation. Oui, désolé Tristan d'avoir écorché ce nom. Je sais qu'il te tient vraiment à cœur. Je te remercie. Voilà, et donc en gros, si tu veux, par exemple, des mythologies bien bâties, c'est inscrit dans une temporalité vraiment aux mêmes qualités, bien construite, bien faite. On a vraiment l'impression que cet univers continue à vivre, même après avoir refermé le livre que tu as lu. Et en fait, donc c'est pas vraiment nécessaire de tomber dans le syndrome de Tolkien en inventant des milliers de langages, des dynasties. Parfois, un seul mot suffit à camper un imaginaire. Et pour ce qui est de Requiem, on est vraiment littéralement servi. On visite avec Heinrich, donc comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que même si c'est l'histoire d'Heinrich, on visite les enfers, on en fait un petit tour sympathique. Et des coins ou des petites contrées touristiques des zones infernales, même si j'appellerais pas ça touristique. Les guerres incessantes entre factions, les différents camps qui s'opposent et les territoires. Mais surtout, les créateurs ils nous offrent des éléments aussi généreux qu'une carte du monde auquel ils donnent vie. Sachant que le globe, donc dans lequel je me suis inspiré pour écrire le passage, pour retrouver les lieux de Requiem, c'est un globe qui est simplement planqué dans une image du comics auquel on pourrait simplement pas faire attention. Ouais. Et oui, tout est dans les détails, ça reste... Le diable est caché dans les détails, comme tout le monde pourrait le dire. Et on adore le diable, comme tout le monde le sait. Avec les 2 dernières émissions qu'on a, oui, le diable, il doit nous avoir à la bonne en ce moment. Ouais, c'est clair. Mais il nous offre de la bœuf et la jeunesse éternelle. Et de l'opium. Attends, il n'y a pas que de la bœuf et de la jeunesse éternelle, il y a aussi du sexe. Ah oui, du sexe. Mais ça, on en reparlera plus tard dans la chronique. Fais chier. Et donc, en gros, tu vois, il y a vraiment des factions qui s'opposent, il y a des guerres, c'est... D'ailleurs, en parlant des guerres, mais des fois, il y a des scènes, mais c'est n'importe quoi, je vous expliquerai après. C'est tellement pété qu'on pourrait même pas s'imaginer des guerres comme ça. Pire que Warhammer. Je veux voir ça. Voilà, donc si tu veux... Et donc en fait, ils ont planqué un globe holographique donc, dans une des scènes de la BD. Et donc en gros, ça nous donne vraiment plein d'idées. Donc on pourrait se donner des idées sur la topographie du lieu. Donc et des enfers. Donc on a une mapon, déjà elle est à moitié au style futuriste comme tout le reste. Ouais, c'est des enfers un peu bizarres. Il y a des trucs... T'as des styles néo-gothiques, londoniens. Alors le néo-gothique, c'est 18e ou 19e époque industrielle Néo-gothique Ouais, c'est pendant l'époque industrielle. Le pop quiz de la mort, là. C'est 19e, 18e. Je crois qu'il est plutôt 17ème, moi. Ouais. Qui a un téléphone? Notre ami Google. Non, mais j'avais parlé du néo-gothique en parlant de Bloodborne, en l'évoquant vite fait. Donc, Ouais. Et en gros, voilà. Donc, en plus, il va s'inspirer de lieux où plein de clins d'œil à l'imaginaire collectif préexistant. Par exemple, sur la carte, on a à peu près, il y en a un peu plus, ça se trouve, mais j'en ai compté 85 noms de lieux qui figurent sur la carte. Il y a plein de références, donc mythologiques, par exemple la mythologie grecque. Ou les mythes bibliques, par exemple, on a différents lieux, comme par exemple on a Nyx, on a des lieux qui s'appellent Nyx, donc la déesse de la nuit dans la mythologie grecque. On a Phobos, qui est l'incarnation de la peur panique. On a Hypnos, lieu de sommeil, Morphée, divinité des rêves prophétiques. Ou encore Hécate, déesse de la lune. Mais hormis toutes ces entités oniriques, ils nous invitent vraiment dans le royaume de la mort, des enfers grecs, avec des noms qui sont vraiment super évocateurs, comme Cerberus. Voilà, le chien tricéphale qui garde les enfers. On a Thanatos, incarnation de la mort. Hadès, grand maître des enfers. On a vraiment un name dropping qui est littéralement... je sais pas, mais essayer de sortir tout ça dans un comics, j'aurais vraiment aimé être là pour le brainstorming de Nyx et le droit, quoi. Et juste, le comic, il est en combien de tomes? 12. 12 des BD, à dire de longueur traditionnelle ou vraiment des BD mouse costaud Légèrement plus qu'une traditionnelle, quoi. D'accord, ok. Enfin, voilà, quoi, genre à peu près... ouais. Voilà, on va pas vous mettre une échelle en centimètres, peut-être. Ouais, peut-être 2 centimètres, quoi. Oula. Non, mais en comptant les... Oui. En comptant les montures en carton. Enfin, 1,5 centimètre, 2 centimètres, je sais pas. Enfin, je peux pas jauger comme ça, quoi. Ouais. C'est... Je sais pas, genre, vous me demandez...
Bah, le manuel qui est à côté de toi, là, en bleu, il fait 1,5 cm à peu près. Ouais, bah on va dire. J'aurais me dirais même 2. Hein. Ouais, bah on va dire 1 centimètre, allez. Ok. Enfin, voilà, genre du format standard si tu préfères. On sort une règle si vous voulez, on mesure. C'est ça. Les cours de géométrie. Ouais. Mais le pire, c'est qu'on retrouve même des noms de lieux dans le truc, genre le Tartare, le Styx ou le Lété, donc les fleuves infernaux des enfers, des lieux comme ça, quoi. Fromage. Ouais, enfer grec, parce que oui, c'est pas Le fromage, c'est l'enfer. Ouais, c'est ça. Tancred, faut le savoir. Le Tartare. Et on a même. mélanger les enfers. Et genre, on a même des noms, enfin, il y a même Nécropolis, genre la cité des morts, alors qu'on est en enfer, quoi. Je cherche le lien. Mais on a. Et puis il y a un. Les morts, ils rajeunissent. Je sais pas, ils sont peut-être morts. Ils sortent des tombes. Ouais. Et t'as des trucs. Oh, bah, je sors de ma tombe, je suis un squelette. Et en gros, il y a même des noms de villes qui se rapportent à la Goétie. Donc en gros, c'est l'art d'invoquer des démons dans la culture judéo-chrétienne. Et avec des démons qui trouvent leur origine dans la Bible. Et genre, on a plein de noms. Genre, alors attends, faut que je les retrouve. Bon, en gros, c'est plein de noms qui se rapportent à tout ça. Mais on a même des noms inventés ou avec des sonorités qui sonnent un petit peu infernales. Genre Animia, Melkrom, Cecropia, Cobal, Orlog, Mitlan, Ashintina. Ashintinia, pardon. Donc des noms avec vraiment un imaginaire. Là, ceux-là, ils sont vraiment sortis tout de l'imaginaire de Mills. Mais on va dire qu'on a aussi d'autres villes. On s'imagine bien ce qui se passe là-bas, genre Cannibalia. Est-ce que tu prendras quelques jours de repos à Satanica, Carnage, Vandalis, Technos ou Pestilencia? On peut même se laisser imaginer, parce qu'il y a même des villes, genre une ville, on peut s'imaginer divaguer dans les villes de New Rectum ou Etronia. Genre, je sais pas, mais il y a des trucs vraiment, tu te demandes où il va chercher tout ça. On a aussi Pestilencia, enfin... On a passé 3 minutes à dire des noms à la suite, pour le coup. Ah oui, mais c'est ça. Et le pire, c'est que, enfin, je sais pas, mais genre, ce truc, ça ressemble carrément à un calendrier de l'Avent de l'imaginaire sombre où les chocolats seraient remplacés par des mythes occultés liés aux phobies humaines et à la mort. Ou alors des noms bien pétés ou bien à la con comme Etronia ou New Rectum. New Rectum m'a bien fait rire. On a vraiment, ils adoptent même les pires, on va dire qu'ils vont vraiment chercher leur mythe à eux, leur culture des enfers. Ils vont littéralement digérer notre culture actuelle et la recracher à leur manière, d'une manière vraiment super intéressante. D'ailleurs, donc ils s'enferment pas du tout donc, dans une vision académique de l'enfer. Ils vont digérer cette culture, donc la recracher comme je disais. D'ailleurs, ils vont recomposer l'espace selon leur bon vouloir, mais ils ont été encore plus loin avec les concepts temporels. Donc si on meurt et qu'on va en enfer pour l'éternité, alors il est logique qu'on y croise donc, plein de personnages de l'époque, parce que même si on rajeunit éternellement, la distorsion du temps n'est pas la même à résurrection, tu vois. Ouais. Genre le temps est pas du tout le... Et on a vraiment des mélanges, genre on peut croiser des personnages de... Bah disons de plein d'époques différentes. Bah, alors rien que déjà quand tu as l'un des chefs de l'ordre teuton qui était donc 12e, 13e siècle, les grandes croisades. Non, Croisade c'était pas tout... C'est 14e, non 14e. 14, bah il y en a eu 8 donc c'est tendu sur un peu... Ouais, non, mais... 11e, 12e je dirais. Ouais, allez, t'as un mec du 20e siècle, t'as déjà quasiment 8 siècles entre les deux, donc... Ouais. Donc, bon, ça va. je fais vite pour me dépêcher. C'est plutôt 10e. Et donc du coup en fait tu croises vraiment des personnages de toutes les époques, genre il va même plus loin parce que on va même voir apparaître des damnés du futur. Donc, non mais c'est genre des aliens ou des trucs comme ça, c'est totalement pété quoi. Et je crois même qu'il y a un xénomorphe du film Alien excellent. Voilà, excellent. Petit Alors clin ça d'œil. c'est stylé. petit clin d'œil à Giger. Mais Toujours plus stylé que de mettre E.T. dans Star Wars, en tout cas. Ils ont fait ça. Ah bah oui, oui. Et en plus il y en a eu plusieurs. Et en Il y avait gros, toute la famille. ouais, et si tu veux, genre, c'est vraiment logique, donc on croise des personnages de toutes les époques, il va plus loin, donc le titre permet donc, ça permet un mélange cohérent d'entités, donc qui sont super, difficiles à faire cohabiter. Bah, genre on a des chevaliers teutoniques, on a des nazis, des aliens, même le marquis de Sade pourrait y croiser Judas ou Lee Harvey Oswald. Pour vous informer, Lee Harvey Oswald, c'est le suspect numéro 1 de l'assassinat de JFK, Kennedy. Donc voilà, c'est assez pété. Ils ont une liberté, mais ils ont une ligne de temps qui va être super bien exploitée. Il y a des carambolages partout quand tu regardes dans les villes. C'est un bordel pas possible. Et il y a même une case où on voit des dinosaures, des pipelines ou des navettes spatiales. Donc pour vous dire ce que c'est un pipeline, c'est un énorme tuyau en acier qui sert à acheminer le gaz ou le pétrole, surtout le gaz. C'est ça. Hein.
Oui, c'est ça. Merci Tancred. Je suis Non, source mais de vérité. Voilà. Tancred, source de le grand vérité. maître du savoir, Tancred. entouré de tous ces manuels là, C'est ça. J'ai Ah oui, tous parce mis que en vous part, le hein. voyez pas, mais genre Tancred est. En fait, noyé. lui, il a pas son trône de fer, il a le trône d'Emmanuel. quoi. Voilà, c'est ça. Et donc en gros, on a vraiment des visions qui sont approchées donc, dans des films qui traitent du. D'ailleurs, dans les films qui traitent du voyage temporel, genre Les Visiteurs ou autres, on a juste un individu qui est face à une époque. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin, ce que je veux dire. Alors que là, dans Requiem, c'est carrément autrement, quoi. On a des navires pirates volants au-dessus de mechas combattant des mutants. On ne s'étonnera même pas d'assister à une guerre civile dans un Londres du 21e siècle entre des troupes euro-fédérales et des rebelles génétiquement modifiés. C'est totalement pété. Il y en a un qui roule sur l'autre normalement dans cette Ouais, histoire. ouais, c'est ça. C'est complètement pété. Enfin, on a un vent de liberté totale qui est vraiment propre aux comics hein, sur ce coup-là. Moi personnellement, j'imagine Requiem sur aucun autre médium. hein. Même Médium. en film, Bah, même en film, je pense que ce sera très dur à réaliser. une Un petite dessin animé, série peut-être indépendante amateur. Ouais, un mais dessin non, animé, à la peut-être limite en jeu vidéo, oui. oui. Et Hugo Moi, je veux piloter un mecha dans les rues de Et Londres. Hugo Et peut-être en dessin animé, non? Si c'est une BD. Ouais, mais Ça serait là, peut-être c'est pas un long à truc animer pour qui- le Ouais, coup. mais même un dessin animé, mec, c'est pas fait pour les gamins. hein. Et non, mais- l'animation n'est pas Et fait pour en- les je sais gamins. bien. Et en plus, les dessins sont très réalistes, donc voilà. Et donc, ils ont vraiment une liberté. En plus, le monde, il est punk, il est rétro-futuriste, enfin, c'est rarement égalé. Et donc, on a un enfer donc, avec des frontières temporelles. On y croise donc une liste assez incroyable de criminels ayant versé des listres de sang sur leur passage sur Terre. Donc, on a des caméos. Il y a des caméos sur certains, genre Charles Manson, par exemple. Mais on en croise carrément certains qui participent à l'histoire. Donc, par exemple, puisqu'on parle de vampires, on croisera sans surprise Vlad Tepes, ce Mhm. personnage de Dracula c'est le personnage de Dracula qui sait qui est Vlad Tepes. Vlad Dracul. C'est pas, Alors, en gros, Vlad Tepes- c'est pas Vlad l'Empaleur? Oui, bah en fait, C'est Vlad ouais, Tepes voilà. Dracul, donc c'était le lui beau de- nom. c'est un, lui, c'est un prince de Valachie, donc qui est une région à l'est de la Roumanie, assez montagneuse. Et en fait, à l'époque, donc c'était une région donc, qui était notamment aux mains de commerçants germaniques, donc les boyards. Et donc ils avaient souvent des raids tatars. Et en gros, ce mec, il était connu pour adorer le supplice du pal, si bien qu'on l'appelait le Vlad l'Empaleur. Et d'ailleurs, quelques siècles plus tard, lorsque Bram Stoker visitera les châteaux et les nids d'aigle qu'il aura bâtis en Valachie, ça va lui inspirer l'histoire de Dracula. C'est Surtout l'épisode, c'est qu'à un moment, je crois que c'était l'Empire Huns ottoman qui était à sa Oui. frontière. Et du coup, lui, il avait pas une armée suffisante. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait empaler tout le Il monde a à fait sa empaler frontière. tous les Hommes, Ottomans. femmes, enfants, vieillards. Et du coup, l'armée a eu tellement peur qu'ils sont barrés. Ils ont croisé les têtes de tout chef le monde sur ottoman a des, dit des pieux. je n'ai pas peur d'affronter un dieu, mais le diable c'est autre chose. Ouais, je crois que c'est ça. Et Ouais, il c'est s'est- quelque chose dans ce Mais genre-là. ce mec, il a... Tellement il foutait les chocottes. Et genre ce mec il est en haut de la hiérarchie des vampires quoi, genre le mec il touche pas quoi. D'ailleurs, il dit quelque chose, tu On fais. en parlera plus tard mais genre il a une super frégate, genre une machine de guerre qui te démonte la gueule. Et ben en gros t'as des salles de torture, des salles de bal, mais t'as aussi par exemple frégate à 3 ponts avec 800 pales. Le truc, tu vois genre tu t'éclates à empaler des trucs sur ta frégate de guerre volante. Je sais pas mais Bonjour, je suis là pour vous enculer vos Mais, races. alors le pire c'est Empalé. Toi, je vais venir piller ça chez toi. Le pire, c'est qu'on trouve aussi, genre. Alors, je sais pas si on tu parlais, la comtesse sanglante Bathory. Elisabeth Ouais. Bathory, c'était une comtesse Ah, hongroise oui. qui Ah, était oui. réputée pour prendre des bains de sang avec des vierges de son village. Pour rester jeune éternellement. Voilà. Et ça a pas marché. Eh Bah ben non. On y Pour croit. des Le raisons pire, évidentes. c'est qu'attends. complètement. Pas Le pire, c'est qu'attends, on y croise Comment quand ça, même. pas complètement On croise- Eh, Pas- les Ça mecs. pas complètement, elle a pas resté jeune, mais en fait le sang avait un effet qui rendait, qui avait un effet Eh, anti-ride. tu sais, voilà. Tristan, Bah, c'est attends, parti. Hugo. Eh, Tristan, il faut éviter d'aller au rayon tarot à la Fnac. hein. Tu sais, il y a le rayon science à côté, c'est bien mieux. Mais, Oui, en je gros, sais. mais le pire, c'est qu'on y croise d'autres mecs. Genre, il y a Jules César, Alexandre le Grand, Saladin, si vous savez pas qui c'est. Vous savez qui C'est Ça, là, pas- C'est l'ennemi c'est des un des croisés. chefs arabes Ouais. contre les chevaliers croisés et les royaumes, C'était un les prince États latins ottoman, d'Orient. C'est Comment un- Il était à la tête de l'Empire ottoman, non Non, Ah, non, non, c'était non. un dirigeant arabe. Mhm. En fait, qui a dirigé des attaques contre les présences croisées des États latins d'Orient après les acquisitions dans les pays du Levant. Donc il y a Quelle période
11e, 12e. 11e, 12e. Bah, en fait, les croisés, ils sont arrivés au 9e, 10e, 11e siècle, Ok. mais ils ont vraiment été chassés à partir du 13e. Parce que c'est à partir de 1210, 1220 qu'ils ont vraiment repris du poil de la bête. Ouais. Parce qu'en gros, quand les croisés arrivent, les mecs, ils ont bien flairé le coup. Allez, on lève une armée, c'est un gros bordel géopolitique dans les pays du Levant. On va leur poter le cul et on va se tailler des États latins d'Orient là-bas. Bah, qu'est-ce qui se passe 3 siècles après, allez vous faire enculer. Mais en fait, je crois que ce qui est marrant avec Saladin, c'est qu'il était plus apprécié par ses ennemis, donc les chevaliers croisés, que par ses alliés. Pas Parce ça que dépend. parce que c'était un peu le mythe du Oui, le mythe l'ennemi chevalier qui. Oui, je connais. Alors que bah comme tu l'as dit, c'était un peu le bordel Enfin, je sais pas, mais géopolitique. moi, et Saladin, c'était quand les- j'étais gamin, ça me faisait toujours penser à des noms de salades qu'on pouvait trouver à Carrefour. Mais bon. Voilà, Si tu veux, c'est si con, tu mais veux. voilà. Le pire, c'est qu'on y croise même des mecs comme Napoléon, Caligula. Alors, Caligula, juste, donc petite Petite sandale. sandale. Ouais. Petite sandale en latin, parce qu'en fait, son père c'était Germanicus, il me semble, qui était un des plus grands généraux romains. Et il était habitué à faire les tournées des camps romains, sauf qu'à un moment donné, il est devenu complètement taré. Ce qui est bien que, en gros, à un moment donné, il y a un aristocrate qui a dit: je donnerai ma vie pour vous, pour l'Empire, voilà. Mais de manière, voilà quoi, mais enfin. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a pas Personne dit, n'a il a compris, pas hein. dit de manière littérale, quoi, c'est figuré. Et en gros, un jour, il a dit: bah, vous avez dit que vous donnerez ma vie, votre vie pour moi, exécutez-vous devant mes yeux. Il a aussi nommé son cheval consul. Voilà. Ça, c'est cool, sachant que consul, c'est le plus haut grade. Oui. L'équivalent de vizir, par exemple, dans l'Empire égyptien. On y croise même des mecs comme Néron, Aquila. Aquila. Pas tous, je savais pas que j'étais que je faisais Attila. partie d'une mythologie, mais je suis Attila, très fier. pardon. On y trouve des mecs comme Rasputin, Robespierre. Et le pire, c'est qu'il va carrément inviter donc un des maîtres de l'occultisme, Aleister Crowley. C'était un des plus grands mecs de l'occultisme du XXe siècle, donc un gros taré. On pourrait le même dans la même case que Anton LaVey de Anton Zander LaVey, le créateur de la Bible satanique, ou que Redbird, c'était des plus grands penseurs du XXe siècle, donc du satanisme. Penseur. Oui, parce que les mecs ont pensé le satanisme. Parce que tu Il y a- vois, le J'ai lu satanisme, la Bible c'est satanique pas facile. de Anton Zander LaVey. En fait, ça n'a rien d'une Bible, on dirait un essai philosophique ou un espèce de, je sais pas, genre une critique des religions, quoi. C'est tout. Le pire, c'est que, attends, le truc le plus marrant, c'est qu'ils ont même gardé Adolf Hitler au fond d'une cage parce que c'est un fléau néfaste, même pour un lieu comme l'enfer. C'est- Voilà, c'est complètement taré. Le pire, c'est qu'en plus, même à la tête d'un commandant de Gaulle, on va trouver les instigateurs même de la bombe atomique. Bah, disons qu'on a Truman au Oppenheimer. Oppenheimer, c'était un Allemand qui a. C'était un Allemand ou pas Oppenheimer? Oui. Ouais, Non, comme ça. C'était un mec qui a la non, base je crois que c'était pas un Allemand. je sais Oppenheimer. plus, mais c'est un mec qui a Il me semble travaillé que sur le c'était à projet côté. de la bombe A et de la bombe H avec les installations. C'est lui dans qui a dit Nevada. je suis la mort, je suis le destructeur des mondes. Ouais. Parce qu'il devenait complètement taré à la Ouais. fin. Et il y a même Thomas de Torquemada qui était un des plus gros inquisiteurs espagnols pendant la Reconquista, donc un gros taré. Hein, Si vous vouliez apprendre à propos de personnages historiques, c'était cette chronique-là, hein, parce que là, Et le pire, c'est que Thomas de Torquemada, on le trouve carrément sous les traits d'un loup-garou sanguinaire qui baise toutes les filles qui passent. yes. On a Alors, même. bon ça. pour, On le a même petit la- point, pour le petit point culture, Oppenheimer était américain. Merci. Scheiße. Et, Écoute, c'était peut-être en pas gros, un super on a- mec à avoir dans ton Ouais. panthéon pour le coup. on a même la reine Perfidia dans Requiem. En gros, c'est une version démoniaque de la première reine Elisabeth. En gros, Mills, il parasite littéralement sa fiction avec le réel. Il va même jusqu'à demander à ses lecteurs quelle personnalité connue il voudrait voir dans l'enfer de Requiem. Genre, mais vraiment quoi. Et c'est vraiment. T'en as encore pour longtemps, malheureusement. Ça va être rapide pour le reste. Ça va être rapide, parce que là, on est à Je 40 fais- minutes. Je fais mon maximum. Et donc en gros voilà, on va même y croiser plein de personnages connus. Ça fait un peu penser à la Divine Comédie de Dante où il fait confondre plein de philosophes, de personnages connus dans son œuvre. Et en fait, il va invoquer des figures historiques sombres et marquantes pour asseoir une mythologie dans un cadre vraiment qui nous sera plus familier, plutôt que de créer des personnages qu'on connaîtra pas. Voilà, c'est logique à dire. Et en gros, donc il y a une dimension infinie et totalement sans limite. Alors quand même si ça reste un truc totalement bordélique, il y a une hiérarchie dans les enfers. Parce que pour qu'un univers prenne corps et qu'on lui donne une impression de profondeur, son créateur il doit être capable de créer tout un modèle social et dynamique entre les différentes castes qui le peuplent. Par exemple, pour Mills et le droit, il s'agit ici de créer une vision de l'enfer qui tienne la route et qui réussisse à sortir des anciens modèles. Donc le monde de Requiem ne ressemble à rien de connu, forcément, comme avec la description que je vous en donne.
Par exemple, on a une société infernale qui nous est présentée, donc elle est très dense, très riche, elle est cohérente à la fois et totalement déviante. Enfin, voilà, c'est vraiment très très délirant, un peu comme dans l'univers de Clive Barker. On a la plupart des monstres de l'enfer, donc c'est des anciens humains qui prennent une nouvelle forme selon le type de mauvaises actions qu'ils ont commis sur Terre. Ils seront plus ou moins haut classés dans l'échelle sociale de l'enfer. Par exemple, les vampires, ce sont la réincarnation des personnes qui ont répandu le mal en toute connaissance de choses et pour leur intérêt. Donc par exemple, notre personnage, Heinrich Augsburg, notre petit SS adoré. Pardon, Ton SS adoré. Hein. Non, je plaisante, je n'aime pas les SS, je te rassure. Même s'il y a des Allemands qui ont été traînés de force dans la Wehrmacht et qui voulaient pas forcément faire la guerre. C'est pas les SS du coup. Non, mais c'est pour ça que je parle de la Wehrmacht avant. Pour les Allemands n'étaient pas nazis, monsieur. Et pourquoi tu prends un accent? Oui, je connais cette théorie. Ah bah voilà. Voilà. Et en gros, totalement déviant. Donc les vampires, c'est l'incarnation de gens, donc, comme je disais, donc, qui étaient vraiment totalement en conscience de ce qu'ils avaient commis sur Terre et pour leur propre intérêt. Donc à côté, on a les loups-garous, donc eux, c'est d'anciens fanatiques religieux. Donc on a Torquemada, bien sympa, donc qui a torturé au nom de Dieu. On a des ghouls, donc qui sont ici sous la forme de pirates déserts. Donc en gros, ils ont commis de leur vivant du mal, mais comme les vampires. Sauf que eux, ils prétendaient faire le bien. Par exemple, on a Mère Terreur qui tenait un hospice alors qu'elle était sur Terre et qui laissait mourir ses patients. On a Mère Macrel qui fournissait des bonnes sœurs aux prêtres obsédés. Quant à Mercurochrome, oui, il y a des jeux de mots très cons. Mercurochrome, elle tuait carrément les enfants qui désobéissaient dans son orphelinat. Non mais ça c'est normal, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Y a rien de mal. Comment Et donc en gros ce qui se passe c'est que donc tu vois donc t'as des ghouls qui sont des personnes qui sont totalement comme j'expliquais avec les bonnes sœurs qui se réincarnent en pirates ghouls. On a même comment dire justement ils se cachaient derrière la religion pour commettre des atrocités, donc ce qui explique leur nature monstrueuse. On a même leur déni à reconnaître leur propre péché qui les a changés en ghouls. On a donc des mères infanticides qui deviennent des harpies, les violeurs qui deviennent des centaures, les suicidaires des arbres. Donc sans doute un hommage encore une fois à la divine comédie de Dante. La transformation de merde. Et enfin, alors les lémures, ça c'est tiré C'est de lui la... qui a décidé de mourir. Je sais pas, Et ils enfin- devraient être accueillis en héros. Ça compte pas. donc, les lémures, en fait, c'est une référence mythologique romaine, donc c'est des spectres damnés des enfers. Et en gros, eux, c'est la caste genre de la loose. C'est-à-dire qu'en gros, la seule raison de leur présence en enfer, c'est d'avoir été tués par un humain. Et en gros, ils sont obligés d'errer à Lémuria, donc comme des spectres, en espérant retrouver la personne qui les a tués pour libérer leur âme des lindes, quoi. Et donc, il y a une logique vraiment infernale, donc voire administrative, qui est la résurrection. Par exemple, Heinrich, il sera rebaptisé Requiem et deviendra un résurrectionniste, donc un habitant de résurrection. Et un chevalier vampire aux ordres de Dracula, patati et patata. Et donc, ce monde infernal, donc, il comprend aussi la caste des archéologistes, ma préférée, à se demander pourquoi. Et en gros, donc, on a un look d'inspiration égyptienne, où leur but c'est de traquer et de supprimer toute trace des objets humains sur résurrection. Les miroirs, par exemple, ils sont proscrits parce qu'ils vous montrent comment vous êtes mort. Parce que quand vous arrivez sur résurrection, tu ne sais pas comment tu es mort. Donc, par exemple, on a. Donc, ils sont aussi chargés de supprimer toute trace des objets humains sur résurrection. Ils sont aussi obligés de collecter et de rassembler toutes les armes et tous les objets donc reliés à un passé terrestre, parce que ces survivances, elles sont appelées reliques dans le comics. Certains résurrectionnistes, comme Sir Mortis, c'est à peu près le même mec que Sir Cryptus au début, ils en font vraiment secrètement la collection. Donc en dépit d'une loi en vigueur, oui, parce que même si c'est les enfers, il y a des lois en vigueur, faut pas déconner les gars. Et des objets illicites, faut les virer. Et alors qu'il y a quand même des bombes atomiques et des trucs comme ça. Et c'est quand même une occasion rêvée donc pour les auteurs du comics de jouer avec les ténèbres de notre histoire humaine. Par exemple, Portis il collectionne les armes les plus tristement célèbres. On y retrouve les armes à feu qu'ont tué John Lennon, Abraham Lincoln, Kennedy, ou encore le couteau de Charlotte Corday qui a tué Marat dans son bain. Moi je dis c'est quand même une morte de merde de mourir dans son bain, mais bon. Tu diras ça à Claude François. Hein. Ah non, lui il était au courant, c'est pas pareil. Oh, putain. Aïe. Les archéologistes. Claude François qui s'est transformé en arbre. Ouais, et d'ailleurs la caisse des archéologistes, donc elle est dirigée par un Éphèse. Alors, j'ai jamais réussi à le réécrire proprement, ni à le prononcer. C'est un archi-hiérophante, comme il l'appelle. Alors, c'est un espèce de mec qui baigne dans une solution liquide. En gros, quand on le sort de la capsule, il s'habille avec une peau d'un supplicié qu'il a choisi et fait dépecer. Et donc, les archéologistes, c'était souvent donc, des savants fous, des scientifiques
dont les travaux ont été dévastateurs. Et donc, comme nous sommes en enfer, tout ce petit monde se déteste royalement et complote en secret pour faire chuter les instances dirigeantes de résurrection, à savoir le clan Dracula, donc avec Vlad Tepes. Donc, si Dracula est tout en haut de la hiérarchie, c'est parce que c'est le seul humain à avoir été si mauvais de son vivant qu'il en est devenu vampire sur Terre. Donc, tout naturellement, qu'il exerce une ascendance sur tous les vampires de résurrection. Donc, à ses côtés, on trouve la comtesse Bathory, donc la comtesse hongroise Bathory dont je parlais tout à l'heure, Néron, Aleister Crowley. Et tous ces personnages ont réellement existé, donc ça rajoute une saveur vraiment particulière à ce panthéon infernal. Pourtant, Dracula n'est pas tout à fait en haut de la chaîne alimentaire parce qu'il doit en fait en référer à d'autres entités encore plus haut. Donc on appelle les entités de l'infini ou autre. Ça, donc là... Il y aurait aussi notre cher ami Hitler au-dessus de lui. Ouais, mais Hitler, lui, tu le lâches, c'est bon, il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus rien. Et en gros... Je suis libre, je retourne sur Terre, j'ai une mission à accomplir. Et tu vois, comme je disais tout à l'heure qu'ils ont littéralement dépoussiéré le mythe du vampire, c'est qu'en gros, donc, quand on stack une figure comme celui-ci, on est face à des choix. Si tu veux cocher toutes les cases permettant d'identifier, il faut l'identifier, tu vois, le lecteur, faut qu'il identifie que c'est bien un vampire ou un loup-garou ou autre chose, tu vois. Et en gros, le souci, c'est que là, donc, ils ont voulu vraiment livrer une variation totalement originale du mythe. Et en gros, donc, inutile de préciser donc, que les pères de l'œuvre, ils ont choisi la deuxième option, c'est-à-dire qu'ils ont totalement revisité le mythe du vampire. Donc, bon, forcément, hein, on va pas passer sur les représentations du 21e siècle assez marquantes, genre Dracula 2000, La Reine des damnés ou Twilight. Bon, ça, c'est des grosses merdes à chier. Genre, le vampire moderne, vraiment, il mériterait un bon gros pied dans le cœur, quoi. Avec un traitement que les auteurs ont porté à une figure si classique et essoufflée que celle-ci est incroyablement impressionnante dans le cadre Requiem. Et donc il y a des marqueurs incontournables bien entendu dans l'œuvre qui nous montrent qu'on est bien en présence d'un vampire. Voilà, ils boivent du sang, ils dorment dans des cercueils, mais c'est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre. D'ailleurs même là l'originalité est présente, le sang est devenu une sorte de monnaie, l'économie de résurrection tourne autour de l'opium noir. En fait c'est une espèce de sang de synthèse distribué aux vampires qui s'apparente à la fois à la drogue et au pétrole. D'ailleurs les cercueils dans lesquels dorment les vampires, ils sont faits de métal cerné de chêne qui ressemblent plus à des vierges de fer sadomasochistes. Alors pour votre info, ceux qui savent pas, une vierge de fer c'est un outil de torture en fait, c'est une cage dont la façade est à l'apparence d'une vierge. En fait tu es mis debout, tu es enfermé sauf qu'il y a des pics de chaque côté donc tu te retrouves embroché dessus. On appelle ça une vierge de fer. Mais et donc le principe du sadomasochisme c'est pas d'être en vie après? Oui mais là c'est un délire. Oui mais là non. Mais pas là. Genre look cuir, chaîne et tout le bordel. D'accord. Alors, on va dire délire SM si tu veux. D'accord. pour la Vierge de fer, en fait, t'as des moyens. Ça dépend en fait de la taille des pics. Si les pics sont longs, c'est pour tuer. Si les pics sont assez courts, généralement, ça va juste te transpercer le haut de la peau. Et ça. Mort lente. Voilà, mort lente. Bon, remarque, ça fait comme il y avait Tranquille. Ça reste soft. Désolé de la petite aparté torture, mais il y a une torture qui est carrément horrible, c'est-à-dire qu'on te met dans un tonneau nu, on te fait avaler du lait pour que t'aies la chiasse, après tu chies dans le tonneau, Oh oui, et il y a des je la bactéries connais. qui se développent et qui te bouffent progressivement. C'est un type de torture qui existe au Moyen-Âge qui est absolument horrible. J'adore, c'est magique. Et en J'ai gros, testé, et donc, 7 sur 10, c'était peut-être un peu long quand même. ah, c'est pour ça que Un t'as peu plus... longué, mais plaisant sur les bords. La fin, vraiment bien. Et en gros, si tu veux, on sort carrément des cercueils, tu vois, bien luxueux d'ébène, comme le roman de Dracula de Bram Stoker, tu vois. On a des vampires qui sont look, mais qui carrément, mais loin des images d'Épinal classiques qu'on pourrait se faire. Ils ont les cheveux blancs, ils ont des armures noires ultra complexes, qui sont même plus proches du look de Mad Max ou des Cénobites que de Bela Lugosi. Et en plus, ils sont couverts de tatouages ésotériques que tu vois jamais dans le domaine des vampires, tu vois, genre... Des tatouages voilà. tribal un peu beauf. Ouais, c'est ça, quoi. Elle touche un petit peu tribal. Et en gros, c'est un message qui est vraiment super clair, quoi. Et ça s'applique à toutes les créatures éthiques, qui sont présentes dans la planète Résurrection. Putain, j'ai dit Requiem. Pardon. Plus ça va et plus je me perds. Et en gros, faut carrément que tu oublies tout ce que tu connais, quoi. Les vampires, ils pratiquent de la magie, ils peuvent se transformer en bêtes sauvages, comme un berserker. Bon, encore une fois, vous savez ce que c'est qu'un berserker? Bah pour moi c'était un guerrier qui juste tapait des gens avec une En hache. gros, mais un berserker, c'est Ça, c'est un viking. un guerrier dans la Aussi. mythologie nordique qui possédait, en fait, selon les croyances, les pouvoirs de certains types de bêtes sauvages, notamment les ours. Ok. C'est C'est les Russes quoi. entre un homme et un ours. Oh, tu vas arrêter. C'est un homme avec la force d'un ours. Genre, C'est un russe. genre, Il m'a volé ma blague. C'est dans Mathis qui arrive, qui prend le micro et qui fait
C'est un ours. Ouais, genre, Son seul mot de la soirée, attends. ouais, genre pour ceux qui ont regardé, c'est des Gregor Clegane puissance 2 dans Game of Thrones, quoi. Tu vois le genre. Genre le mec, tu vois, il découpe pas le cheval, juste la tête, lui il en fait du sashimi, quoi. D'accord. Et donc tu vois, ils craignent. Le pire c'est que les vampires ici, ils craignent même pas la lumière du jour, ils craignent même pas les crucifix, l'eau bénite, ils pissent dessus. En gros, on est vraiment en enfer et les vampires sont totalement invincibles, pardon. Et il y a juste le rajeunissement qu'on viendra définitivement à bout, quoi, comme j'ai expliqué avec la logique inversée à rebours de Requiem. D'ailleurs, sur Résurrection, si tu te fais mordre sur un vampire, t'en deviendras, mais même pas un pour autant. Et en fait, si tu veux vraiment espérer rejoindre la caste des vampires, tu fais comme Heinrich, tu tues des gens pour ton propre intérêt. Les mecs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je sais pas, mais voilà quoi. En plus, il passe un épée pour devenir vampire. En gros, avant d'arriver, il devient pas vampire comme ça. Genre, on lui dit, tiens, t'as une armure, ça y est, t'es chevalier vampire de l'ordre des Nosferatu. En gros, le mec, on lui dit, bon, d'accord. D'abord, va falloir que tu partes en formation sur le pendant. Est-ce que ça. Ouais, mais. Sur le pendant un peu sombre de la face cachée de la Lune, où il va signer un pacte à moitié faustien. Alors Faust, pour ceux qui savent pas, c'est une nouvelle de Goethe. Donc, Qui est un poète romantique allemand du 19e siècle. Voilà. Et Faust, c'est quelqu'un qui a pactisé avec le diable. pour avoir Et ça la a pas fini pour connaissance. ça, et ça n'a pas bien fini pour lui. Voilà, donc Voilà. pour ça qu'on parle d'un pacte faustien. On pouvait s'y attendre. Oui, Un peu. exactement. Le diable, c'est pas un mec super sympa. Et le pire, c'est qu'il va carrément subir une espèce de chirurgie, mais alors horrible, baignée de souffrance, un peu comme les Cénobites dans Hellraiser de Clive Barker. Donc après cette opération, on va lui injecter une espèce de sérum, la Séphiroth obscure, qui va lui conférer tous ses pouvoirs de vampire. Et après 2 ans d'entraînement et 6 victoires ou 666 épreuves de l'arbre de la mort, on voit bien la référence. Il va être adoubé et il jure fidélité au maître de l'infini. Et comme je cite ce que dit Sir Mortis, le mec qui dirige les chevaliers vampires, il promet d'honorer le code des ténèbres et de faire respecter la vérité de la nuit pour combattre les horreurs de la lumière. Voilà. Tout est dit dans ce truc. La lumière, en gros, pour eux, c'est l'inverse. Le mal, Voilà, donc, c'est ça. ou le bien, donc. Et donc en gros Requiem c'est une ode au mal, au péché, à la mort. Toute morale est totalement prohibée et les valeurs sont inversées. Et tout est absolument injuste. Plus votre péché terrestre est minime et plus ta punition sera très grande, on va dire que tu vas morfler. D'ailleurs le bien c'est même vu comme une maladie, genre tout Requiem place le lecteur dans une posture très étrange, le poussant à le voir malgré lui, donc un ancien soldat comme le héros de son récit. D'ailleurs en plus c'est un SS. Et Requiem déplace donc vraiment à sa façon les curseurs du bien et du mal. Donc ici il y a vraiment le mal, vraiment il l'emporte à chaque fois. Sauf que le souci c'est qu'on sait pas qui est le plus mauvais dans le truc, tellement il y a de mecs totalement pétés. Et voilà, c'est juste littéralement, moi j'ai trouvé ça énorme de voir ça. Et en gros donc on a vraiment vu beaucoup de puissance mythologique, donc débridée de Mills. Mais sauf que le souci c'est que j'ai pas beaucoup parlé de Le Droit, donc Le Droit c'est l'illustrateur français. Et en fait, donc à chaque case, il y a une peinture, vraiment minutieuse. Elle est super bien faite. Il y a un réalisme qui est vraiment frappant. Et il maîtrise à outrance son talent de mise en scène. Il construit des visions qu'on voit vraiment rarement. Il écrit un univers sur papier. Enfin, écrire un univers sur papier, c'est vraiment une chose. Mais le faire exister visuellement, c'est vraiment autre chose, tu vois. Oui. Parce que voilà, c'est autre chose. Et puisqu'on est en enfer, autant cacher le diable dans les détails, quoi. Millet, c'est Le Droit, ils ont truffé leur œuvre de petites idées qui crédibilisent cet univers. Par exemple, le lanceur de pieux de Requiem émet le son Tepes à chaque tir. Donc c'est la détonation qui provient du nom de famille de Vlad Tepes dont j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, donc le gigantesque navire de guerre volant, donc à la Albator de Dracula, comme j'ai expliqué. Donc si tu veux, en gros, c'est une surpuissante machine de guerre, donc ça s'appelle le Satanique. Qui possède également donc une chapelle, ses salles de bal, de torture et des ponts d'empalement avec 500 à 800 pieux. Et donc comme on peut le voir, donc le concept de Requiem, c'est que tout aille trop loin, poussé à l'extrême, et on découvre ce qui se cache derrière l'excès. Même les noms des personnages sont improbables. On a Prince Balerium, le Docteur Jackal, donc un clin d'œil à Dr Jekyll et Mr Hyde. Le roman de Louis Stevenson. On a le général Salem, pour les sorcières de Salem, Sir Smegma, Mon Rasputin et Otto Van Toth, donc le fameux le teuton dont je parlais tout à l'heure. Et donc Requiem, en fait, ça nous présente une vision totalement folle, où le but c'est de lancer le lecteur dans un bolide métallique à toute vitesse, en plein dans les enfers. Vraiment, il y a un imaginaire qui est des plus noirs, il est ultra violent.
Et on vient même à se demander où est-ce qu'ils vont chercher tout ça. C'est totalement tordu et fascinant. Parfois, les concepts sont totalement inimaginables de voir ça sur Terre ou sur un autre média. Quelques exemples avec des musées des horreurs. Par exemple, on a Anthrax, un simili King Kong auquel on aurait inoculé toutes les maladies existantes et qu'on libérait comme un fléau. C'est simple, il suffit qu'il touche de la matière organique pour la faire fondre. On peut aussi parler de la mère supérieure du convent des Sœurs de Sang. Elle est si vieille qu'elle est retournée à l'état de fœtus et elle continue de vivre à l'intérieur d'une armure qu'elle actionne comme un mecha. L'armure d'ailleurs, elle a un look totalement hérissant, c'est une gigantesque forme matricielle qui oscille un petit peu comme un Wickerman de métal, un Cénobite et une Vierge de fer comme on en parlait tout à l'heure. On peut aussi parler de Vermicelli, un nom un peu marrant. Donc en gros, c'est l'assistant du docteur Deeple, un des docteurs fous des archéologistes. Et en gros, c'est une enveloppe charnelle totalement vide, qui est uniquement animée par une masse de verre, donc elle est totalement remplie. Et en gros, Deeple, il a fait juste se mouvoir grâce à des électrocutions. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai été assez effrayé au départ parce que je me disais, bon, dans quoi je vais tomber. Ils ont des idées qui sont super sophistiquées, qui pendent vers le gore, le grotesque, d'une façon tellement évocatrice. Et d'ailleurs, les décors sont tellement ahurissants que deux me viennent totalement à l'esprit. D'abord, on a le design du couvent des Sœurs de Sang. Donc, c'est littéralement un abattoir humain, donc qui est inspiré de l'univers de Clive Barker, donc qui a un look gothique totalement infernal. Et lorsqu'on regarde le couvent, disons que on a des escaliers avec un style industriel, on a un abattoir avec des corps humains décharnés et qui sont suspendus au plafond par des crochets, on a des torrents de sang qui se déversent dans les cubes, et d'ailleurs l'extraction de sang a été littéralement industrialisée sur la planète à très grande échelle. Un autre moment mémorable, c'est lors de la visite d'Aleister Crowley, un des personnages, qu'on voit une énorme pyramide des archéologistes, donc voilà, référence archéologie, égyptien et tout ça. Et en gros, c'est ici donc l'archi-hiérophante, leur dirigeant, ils conservent toutes les armes de l'humanité, et c'est un lieu qui est clairement un clin d'œil, un hommage à Hans Rieger. Donc je vais terminer là-dessus, même si j'ai dû bâcler. Voilà, parce que j'en avais Bâclé en 1 heure. Parce que j'en avais trop à dire. Ouais, enfin, au final, c'est un peu perché. Hein. Ah bah, quand même un peu. Mais Ça part dans tous les sens un peu. Ah, mais oui, hein. question, ta planète Résurrection, c'est les mauvais gens, mauvais gars qui y vont ou c'est tout le monde? Tout le monde. En gros, t'es bon dans ta vie, tu finis avec les lémures. Donc 90% des populations terrestres. Donc perso, putain, moi j'aurais... Bon, je le pense absolument pas. Mais autant être un SS. Hein. Aïe. Bon, c'est là-dessus qu'on va du coup terminer cette très très longue chronique. Hein. Très... voilà. Les SS ont dû bien s'amuser quand ils sont arrivés là-bas. On espère que ça vous a plu. Sur les SS, je ne le pense pas pour moi. Je trouve que les pensais, horreurs tu ne nazis pensais sont pas. impensables. Voilà. C'est bien de le rappeler quand même, Oui, hein, parce qu'avec les maintenant, 2 dernières chroniques... Maintenant, je pense à l'envers. Bon, du coup, sans plus tarder, on balance la chronique manga. On a vu Akila prendre des notes pendant absolument l'heure là qui vient de passer. L'heure entière. De faire un putain de plan avec des schémas tout compliqués. Il va nous expliquer ça juste après le jingle. 残酷な天使のように少年よ神話になる青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなた Bon, comme vous avez pu l'entendre dans ce magnifique jingle, hein, normalement, si vous avez la moindre... un petit peu de culture sur l'animation japonaise, vous l'avez reconnu. Akila, tu vas nous parler d'Evangelion. Oui. Grand monument, je te laisse la parole. Alors, pour introduire Evangelion, j'aimerais revenir sur plusieurs points avant à mettre en place. Déjà, Evangelion, c'est pas un truc assez facile à comprendre. Déjà, toute la philosophie qui va être derrière, tous les détails qui vont être mis dans la série sont presque impossibles à résumer en entier si on ne peut pas parler de l'histoire complète. C'est pour ça que je ne vais vous parler que de certains points et idées intéressantes et qui sont développés au fur et à mesure de l'histoire. Et évidemment, je vais devoir quand même un tout petit peu parler au moment que vous n'aurez pas vu si vous voulez le voir plus tard. Alors évidemment, ce ne sera pas à un niveau de spoil par exemple, mais il y aura par exemple quelques détails que vous allez peut-être découvrir un peu plus tard, par exemple à l'épisode 6 ou 8. Je vous dis une chose sur Evangelion, donc il est classé dans la catégorie mecha, seinen, psychologique, science-fiction et apocalyptique. Qu'est-ce que ça veut dire Shonen, c'est pour les jeunes enfants plutôt, donc entre l'âge de 8 ans à 13-14 ans.
Et après, seinen, c'est divisé par rapport au shonen avec l'aspect psychologique justement, où une idée qui est développée qui va partir de 14 jusqu'à un âge En gros, développé. l'exemple type de shonen c'est Dragon Ball, l'exemple type de seinen c'est plutôt Monster. tu vois. Donc, en gros, les Monster shonen, c'est ou professionnel. psychopathe, parasite, etc. Donnez-moi de la psychologie à non plus bouffer. Alors, Bah, attends, j'aimerais Requiem. revenir sur Evangelion, c'est un peu compliqué. Evangelion, c'est sorti en 1995, donc le 4 octobre 1995 pour être précis, donc c'est très très vieux comme animé. C'est l'un des prémices qui a lancé toute l'animation aussi japonaise et qui l'a bien poussé, surtout pour ses graphismes qui sont aujourd'hui encore extrêmement magnifiques. Et pour l'époque, c'était vraiment une révolution pour un animé de mecha par rapport à ce qu'on peut voir d'autres. Graphisme et animation aussi. Et animation, je reviens dessus tout à l'heure. Donc c'est une série qui a fait 24 épisodes et 2 épisodes en plus, 5 films, bientôt 6, mais je vais en reparler aussi après. Donc la première série de 24 plus les 2 épisodes s'est terminée le 27 mars 1996. Donc ça avait duré quand même 4 mois, ce qui est pas non plus rien pour un animé sorti en 95, parce que déjà vu le sujet qu'il traite, qui est un peu dur, compliqué et on va pas se mentir, parfois un peu dérangé de l'auteur. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de débats dessus, il y a eu énormément de recherches, il y a eu plusieurs fois la société Gainax qui a publié Evangelion s'est fait critiquer, il y a eu beaucoup de débats, il y a même l'État japonais qui s'est un peu mêlé à Evangelion tellement... en fait, Evangelion a fait tellement sensation quand il est sorti en 95 que lorsque le premier film qui allait sortir en 1997 a été lancé, le projet a failli ne pas aboutir justement parce que la série animée donc des 26 épisodes était un peu particulière, on va dire. Et donc en 97, Death and Hump Rebirth, donc c'est le premier film qui est sorti, a failli ne pas sortir. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais Gainax a même sorti un deuxième film, The End of Evangelion, en 97 aussi. Donc là je vais parler donc des films en particulier. En 2007 il y a eu 1.0, donc Evangelion 1.0, You Are Not Alone. 2017 2007. Ouais. En 2009 il y a eu 2.0, You Can Not Redo, donc recommencer en anglais. Et en 2012 il y a eu 3.0, You Can pardon, c'est l'inverse, You Can Not Add, donc c'est ajouté pour le 2.0, et 3.0, You Can Not Redo. La raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui de ces films, c'est parce que sur une marge de 5 films entre 97 et 2012, ça reste plutôt assez rapide, surtout que c'était des créneaux qui se divisaient. Par exemple, c'est de 97 à 2017, il y avait 10 ans, mais sinon entre 2007 et 2009, il y avait 2 ans, 9, 12, 3. Donc c'est assez rapide, les Evangelion 3.0. Or, le problème de la série qui a été bloquée, en fait... à partir de 2012, on n'a eu plus rien sur Evangelion. Plus aucune information, l'auteur on le voyait plus, il n'a pas fait une autre série à côté, on était complètement bloqués, plein de fans attendaient une suite et beaucoup de gens pensaient que la série était morte, comme dans l'idée No Game No Life qui on l'attend depuis déjà plusieurs années, une saison 2, que l'on ne voit pas. Comme histoire. Bien triste comme histoire. Et justement, il y a donc quelques mois déjà, qu'a été annoncé enfin le prochain film de Evangelion, le 4.0. Donc évidemment il a été annoncé au Japon en 2020, et entre 2012 et 2020 on a eu 0 information sur le film. Tous les fans étaient à côté en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe, bordel, on veut bien des infos. Et évidemment l'auteur a pris un malin plaisir de s'amuser et à dire la flemme, j'ai pas envie de vous répondre. Mais franchement, il y a des multimédias qui se sont rendus chez lui pendant plusieurs semaines pour essayer d'avoir une réponse. Il y a des fans aussi. C'est franchement, Evangelion, c'est apprécié par les fans et c'est un niveau où il y a vraiment un culte dessus comme Lovecraft. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs... Intervention. Non, pas d'intervention. Laisse-moi finir. Parce que là, on passe une chronique supplémentaire. Non. Alors, j'aimerais revenir donc... La chronique sur Lovecraft a déjà été faite. Alors maintenant, j'ai parlé à peu près donc de la passion qui a tourné un peu sur Evangelion et même jusqu'à aujourd'hui, parce que ça va faire quand même 25 ans qu'il a été sorti. Donc la première fois qu'il était sorti, c'était il y a 25 ans, et aujourd'hui encore, il y a des fans et qui sont, on va pas se mentir, à fond dedans.
Et en fait, le film 4.0 va annoncer la fin de Evangelion. Donc même si je sais qu'il y a un film en 97 qui s'appelle The End of Evangelion, là ça va être vraiment la fin de toute la série. C'est pour ça que évidemment tous les fans l'attendaient depuis un moment. Parce que l'histoire est toujours pas terminée. L'histoire n'est toujours pas terminée et c'est justement les films 1.0, 2.0 et 3.0 qui vont introduire le 4.0 et justement qui va être le plus intéressant. C'est pour ça qu'évidemment il y a plein de fans qui ont gueulé pour avoir la suite. Moi j'ai une question, est-ce que 1, 2 Oui. et 3.0 ça reprend la série qui a déjà fait avant ou c'est vraiment la suite genre après l'épisode du coup 25 c'est ça ou 24 je sais plus. Alors c'est 25 mais il y a un autre en plus mais qui est resté Blu-ray. Donc en fait Evangelion, les 3 films qui ont été rajoutés par rapport aux 2 premiers en 97. En 97, c'est comme une fin alternative qui a été prise à la série Evangelion. Donc ça c'est 1.0. Non, ça c'est les 2 films de 97. Fais chier. Et en fait, 1.0, 2.0 et 3.0 vont rajouter, donc en reprenant les mêmes personnages, 1.0 va résumer la série, entre guillemets. 2.0 va introduire une nouvelle facette de la vision par rapport à la série originale. Je ne vais pas dire ce qui est intéressant et ce qui est nouveau à 2.0 par rapport à la série originale parce que c'est extrêmement important. Et 3.0 est complètement différent. Alors, je vais rajouter un petit point sur les films d'Evangelion pour ceux qui voudraient essayer de les voir. Faites super gaffe, parce que ce sont des films de 1h30. Mais évidemment, comme on a un auteur qui s'amuse beaucoup avec ses fans, il va vous mettre 45 minutes d'un résumé de la série. Et donc, il va commencer à balancer une ending, donc une fin. Donc tu te dis que c'est la fin, mais il y a encore 45 minutes derrière où c'est le véritable film. Donc très clairement, l'auteur s'amuse un peu avec les nerfs des gens. Et ce ne sera pas seulement avec ce film. J'adore, juste à ce que tu me... J'adore ce mec. Et bien justement, ce mec, il est aussi super connu pour une raison, c'est à propos de la série Evangelion et dans son histoire. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de mecha et de science-fiction. Et donc je vais venir un point dessus. Alors, c'est l'humanité qui s'est fait décimer par une explosion que l'on va appeler le Second Impact. Oh, j'adore. Attends. L'humanité n'est pas complètement perdue pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est ce Second Impact qui s'est produit au Groenland, enfin dans les régions de l'Antarctique et de l'Arctique. On ne sait pas exactement laquelle. Second Impact. Second Impact, donc deuxième impact, entre guillemets. Bien vu. Bien vu, belle intervention. Waouh, merci Hugo. Je vais revenir dessus après. Pourquoi la question ? En fait, on appelle le Second Impact, c'est celui qui va lancer toute la série, parce que on va avoir l'apparition des anges. En fait, les anges, ce sont des monstres, entre guillemets, plus ou moins grands, énormes, qui sont presque invincibles aux armes humaines. Un clin d'œil aux grands anciens ? Non, du tout. Là, non, justement. Et qui sont très différents entre eux aussi. Ils sont très différents entre eux, ils ne communiquent pas, ils ne savent pas communiquer, c'est un être à part, sauf une exception, parce que évidemment, voilà, on nous fait chier. Israfel, qui est un ange duo double, mais bon, ça c'est un cas à part, et d'ailleurs, beaucoup de fans pensent que ça reste quand même une entité. Et donc les anges, ce sont des monstres, et on peut même considérer parfois comme des mechas qui sont invincibles face aux armes humaines. Pourquoi ? En fait, ces anges ont une particularité, c'est de posséder ce qu'on appelle un AT Field. Ce AT Field a une particularité, c'est comme une forme de bouclier qui les protège de beaucoup d'impacts. Et par exemple, les bombes atomiques sont inutiles sur eux. Très franchement, c'est à ce niveau-là qu'ils sont extrêmement puissants. Évidemment, dans les premiers épisodes de l'animé, on nous montre à quel point ces anges, avec l'ange Sachiel, ils ont chacun des noms, les anges, mais on nous les cite jamais dans l'animé. Ah ouais ? C'est l'auteur qui les a donnés. Et d'ailleurs, Sachiel ressemble énormément à tout ce qui va être mythologique, et je reviens après dessus. Sachiel, le 3e ange que l'on voit dans le premier épisode de l'animé, on voit évidemment sa résistance face aux armes des êtres humains qui, auront beau être mobilisés, ne pourront jamais vaincre, parce qu'on le voit très facilement qu'il est invincible. La seule manière de contrer ce désastre, entre guillemets, qui sont les anges, ce sont les Eva, ou Evangelion. Donc le nom de l'animé, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des mechas géants. En fait, ces Eva ont une particularité. Ce sont des anges modifiés. Évidemment, beaucoup de gens vont dire... Attends, beaucoup de gens vont dire que c'est un spoil. Alert, hein. Non, c'est pas un spoil. Non. En fait, les Eva, ce sont des mechas géants qui ont
qui ressemblent énormément aux anges. Ouais. La seule différence qu'ils ont, c'est que ils sont pilotés par des jeunes. En fait, c'est des mécas. Parce que, alors, Enfin, c'est compliqué. laisse-moi finir. Merci, Red, méga, j'arrive. voilà. En fait, les ans, donc je vais parler donc plus particulièrement des Eva, même si je laisse une petite partie sur les anges après. En fait, le personnage principal, donc il s'appelle Ikari Shinji. Son père dirige le NERV qui est la société l'entreprise, ou on va même dire cette entreprise militaire Bah ouais. qui dirige les évangélions Et donc qui lutte contre les qui anges. lutte contre les anges. Il s'appelle alors c'est Gendo Shinji. Gendo Shinji est donc un homme extrêmement sérieux, on va pas dire passionné par son travail, mais à fond dans son travail, au point de laisser sa famille en plan, dont Ikari Shinji, et Ikari donc n'aura pas de communication entre guillemets avec son père pendant 12 ans. Il sera laissé dans un orphelinat pendant très longtemps, et à ses 14 ans, son père l'appelle et lui dit: j'ai besoin de ton aide. Alors évidemment, pour Ikari qui n'a presque jamais vu son père, c'est une première qui est déjà pour un homme qui est trop pris par son travail. Cela devient étonnant qu'il appelle son fils pour lui parler. Déjà au départ on lui dit pour lui parler. Et donc il va faire... donc en arrivant au NERF, évidemment comme c'est une entreprise qui quand même lutte pour l'humanité, elle n'est pas simple d'accès. Et donc la personne que va rencontrer Shinji pour pouvoir rencontrer son père avant, c'est Misato. Misato qui est une femme que l'on va qui va avoir un point extrêmement important dans 3.0, dans les premières séries dans la série principale de Evangelion, mais je n'en dis pas plus. Et donc Misato va donc amener Ikari voir son père, et évidemment son père qui l'emmène. Alors il ne voit pas directement son père, donc déjà son père l'accueille, mais il ne va pas lui parler. Et la seule chose que son père va lui demander, c'est de piloter un Eva. Et donc, il est comme la majorité des pères dans les mangas, irresponsable. Un gros très connard. clairement, Voilà. c'est un gros connard. Voilà. On va pas se mentir. Moi, j'en ai mitigé, mais continue. Alors, je vais continuer donc à parler dessus. Alors, j'ai pas cité un autre point assez intéressant dans les évangélions, c'est que les évangélions, il y en a pas que un, parce que déjà on a une autre pilote de l'évangélion que l'on rencontre dans le premier ou deuxième épisode. Je crois que même à la fin du premier on le voit. Oui. C'est Ayana Midei, personnage extrêmement important de la série Évangélion. Je n'en dis pas plus parce que vous le saurez au fur et à mesure la raison pour laquelle elle est si importante. Ayana Midei, on la voit blessée, presque en sang. Elle est en aptitude de ne pas pouvoir se battre dans le premier épisode, et on lui Gendo lui ordonne de piloter un Eva si Shinji ne pilote pas de Eva. Alors évidemment, devant cette scène, Ikari qui ne peut pas non plus laisser cette fille qui est déjà complètement au seuil de la mort, combattre pour lui. Donc il est obligé de piloter le Eva, et évidemment toute l'équipe qui gère les évangélions découvre à quel point la synchronisation entre Shinji et l'Eva 01, parce que Ayana Midei pilote l'Eva 00, donc c'est un prototype, et l'Eva 01 qui est un autre prototype que va piloter Shinji. Ouais. Et la particularité qu'avait cette Eva 01, c'était que personne n'arrivait à le faire déplacer. Donc Ayana Midei n'y arrivait pas, ou presque pas. D'ailleurs c'est l'une des seules à pouvoir presque faire déplacer un tout petit peu le Eva 01, et c'était vraiment en dernier cas de figure. Mais sinon personne ne pouvait piloter le Eva 01. Et donc Ayana Midei était donc entre guillemets le dernier joker du père donc de Shinji. Mais évidemment son père c'est un mec très sérieux pour son travail, et il est même capable de sacrifier des vies pour ça. Et donc évidemment, c'est comme pas du sérieux, c'est de la folie. C'est presque de la folie à ce niveau-là. Il y a l'humanité qui est en jeu en fait. Il est dévoué. Il est très. On va dire ça comme ça, il est dévoué. Même son job finalement. C'est plus complexe que ça. Ça c'est un résumé du premier épisode, et ça, c'est que le premier. Là, la réaction que vous avez, c'est un peu la réaction qu'a Shinji en fait. C'est un connard. Mais quel con. C'est ça, très clairement, Shinji, et l'auteur nous le présente comme un vrai connard qui est en plus derrière sa vitre de protection, c'est blindé au point que même les Eva ne peuvent pas les détruire, les vitres.
et il reste derrière en protection. Donc bon, on voit déjà à quel point cet homme, il est très sérieux et il est quand même pas mal protégé. Voilà. Et donc Shinji se retrouve à devoir piloter un Évangélion, donc le EVA 01. Alors qu'il ne connaît rien du tout aux EVA, il voit pour la première fois ces monstres entre guillemets, parce qu'on va pas se mentir, ces robots font à peu près 80 mètres. Dans l'idée, c'est des fans qui ont jugé ça d'après la taille des bâtiments, alors que la taille des bâtiments, d'ailleurs je vais devoir en reparler des bâtiments Parce que du c'est Tokyo encore en 3. bail, ça. En fait, Tokyo s'est déjà fait balayer une fois, alors, on va peut-être et ça. ils ont refait un nouveau Tokyo 3, et au point c'est tellement connu, c'est tellement basé sur le nerf que les bâtiments se cachent dans le sol quand il y a un ange qui arrive. Ouais. Donc très clairement c'est du high tech qu'ils utilisent. Mais après, c'est aussi un Entre peu guillemets. dans l'univers avec les EVA qui sont à moitié entre technologie et monstres, j'en dis pas plus. C'est aussi, je pense, basé là-dessus, tu vois. Oui, je comptais en parler juste après. Donc je vais finir là pour l'instant en disant que pour l'instant, les EVA dans le premier épisode ont beaucoup trop de mystères, on ne sait pas du tout de quoi ça parle, et je vais devoir aussi parler du premier combat que va amener Shinji. Là, on s'arrête à la moitié du premier épisode. Hein, Je donc, suis à la on moitié a rien du dit. premier épisode et on n'a même pas parlé de la suite qui est encore Mais, plus impressionnant. Ouais. Donc On pour coupe l'instant, là-dessus. je m'arrête là, premier épisode, et j'essaierai de reprendre la semaine suite. prochaine. Désolé de devoir couper là, hein, vraiment. Pas de soucis. On a plus le Clairement, temps on et pourra pas en parler, on pourra pas faire de questions. on fera ça s'attendait la pas à prochaine ce fois. que ça fasse 1 heure avant, donc Oui, bon. j'avoue. Vous nous voyez désolé, vous aurez la suite de la chronique la semaine prochaine. Il passera en premier, il aura tout le temps de faire ce qu'il veut. En attendant, on espère que ça vous a plu, hein, et bah voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Écoutez, et à la semaine prochaine. Salut. Au Au revoir. Wiedersehen.